Nous allons poursuivre avec notre table ronde Grandes écoles et transformation des territoires. Et donc, pour animer cette table ronde, ah oui, un peu de discipline dans l'amphi. Donc pour animer cette table ronde, donc j'appelle Denis Guibard, qui est directeur général d'Institut Mines Télécom Business School, président de la commission DDRS de la CGE, qui va animer ce débat. À toi la parole, Denis. Merci. Alors, j'avais prévu de vous dire que c'était le moment le plus difficile de la journée. La dernière table ronde, celle avant la soirée, celle aussi avant de profiter des rayons de soleil sur la belle ville de Lille. Madame la ministre a rendu ça encore un peu plus difficile. Donc je vais essayer quand même, nous allons essayer, avec les intervenants qui vont venir, quand même de retenir votre attention pour cette dernière table ronde. J'avais aussi prévu de vous dire que j'étais ravi d'animer cette table ronde parce qu'elle était parfaitement équilibrée en termes de mixité. Normalement, il y avait 2 hommes, 2 femmes dans cette table ronde. Malheureusement, grâce à Madame la Ministre également, une des participantes qui est intervenue ce matin a dû nous quitter et reprendre son train. Donc, il n'y aura pas de mixité parfaitement équilibrée. Et plus grave sans doute, nous allons manquer d'une intervenante ou d'un intervenant venant du monde de l'entreprise, puisque cette table ronde, l'idée était d'avoir un triangle entre l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales et les entreprises. Alors, on l'a vu ce matin, ça a été le thème de notre journée, les transformations sociétales sont à l'œuvre, soit on les subit, et c'est tout ce qui vient notamment des technologies, c'est ce qui peut venir aussi des évolutions démographiques, soit on en est les acteurs et on cherche, notamment en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un petit peu les piloter, à les influencer, à essayer de faire en sorte qu'elles soient responsables et qu'elles nous emmènent vers un monde souhaitable. Mais dans tous les cas de figure, les acteurs de l'enseignement supérieur, et en premier lieu les grandes écoles, en sont des acteurs, parce que nous sommes des acteurs de l'enseignement, de la recherche, et aussi des contributeurs au développement économique. Et nous sommes aussi ces problématiques, ces grands enjeux, que ce soit le changement climatique, la perte de biodiversité, les fractures sociales qui augmentent, les inégalités, ce sont des problèmes globaux, on l'a vu ce matin, mais ils ont parfois, souvent, des solutions locales. Et donc, ça a été évoqué aussi, les grandes écoles, ce sont aussi des acteurs locaux, des acteurs ancrés dans leur territoire. Et c'est bien le sens de cette table ronde que nous allons avoir maintenant, c'est de prendre cette problématique des transformations sociales et du rôle et de la place de l'enseignement supérieur, et notamment des grandes écoles dans cette transformation, vue sous l'angle territorial. Et nous allons faire cette table ronde à 3, et j'appelle les participants à venir me rejoindre ici, ils auraient pu déjà le faire. Donc Philippe Vasseur, en premier lieu, Cécile Dubois-Duplan et Lorenzo Diaz. Et je vais peut-être me tourner vers Philippe Vasseur tout d'abord, donc ancien ministre de l'Agriculture, ancien élu local et national, au début de sa carrière journaliste, un passage économique, un passage dans le monde de l'entreprise, enfin c'était la banque, et puis maintenant, là, depuis décembre 2000... Président de la Chambre de commerce de la région aussi. Oui. Est-ce que vous disiez qu'il vous manquait un représentant du monde de l'entreprise? Oui, non, mais vous l'êtes un petit peu, effectivement. Mais bon, alors j'avais demandé un CV court, on m'en a envoyé un long comme ça, et j'ai fait des extraits. Et actuellement, président de la mission Rêve 3. Et vous allez nous expliquer ce que c'est. Et également, alors je vais reprendre mes notes, président du réseau Alliance et du Forum de l'entreprise responsable, ce qui nous ramène un petit peu à ces thématiques de responsabilité sociale d'entreprise qui me sont très chères. Alors, effectivement, la première question, Rêve 3, qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 heures? Un tout petit peu moins. Enfin, je crois qu'on a un dîner prévu dans un très bel endroit, donc on peut faire la soudure, mais... Si, ça y est. Alors, au départ, il y avait l'idée, nous sommes dans une région qui a connu un passé glorieux. On était en dehors de la région parisienne, enfin d'Île-de-France, la première région de France en termes de PIB, avant même la fusion. Et puis, comme notre prospérité était bâtie sur des ressources qui se sont épuisées, notamment le charbon, on a aujourd'hui régressé. Donc, on sait ce que c'est qu'une mutation, on a vécu ce qu'était une mutation.
Nous sommes partis d'un constat que n'importe qui peut faire, c'est que le monde est en train de changer, de changer à grande vitesse, avec deux problèmes à résoudre, ou en tout cas deux opportunités. La première, c'est que manifestement, on sait que les modèles économiques, enfin on peut en discuter à l'infini, mais les modèles économiques sur lesquels on a bâti nos économies jusqu'à présent connaissent un certain nombre de limites en termes de ressources, en termes d'externalités, de nécessité par rapport à l'environnement, etc., tout ce que vous voudrez, et je n'engage pas de débat sur le réchauffement climatique, premier problème. Deuxième problème, c'est une évolution technologique qui va à toute vitesse, et je le dis alors notamment dans le monde des chefs d'entreprise, de temps en temps, j'en ai vu qui doutaient un peu, j'en ai bien vu qui doutaient au moment de la création d'Internet. Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs, les chefs de l'entreprise. Je me souviens que le directeur général des télécommunications, qui était M. Gérard Terry, qui était ingénieur général des télécommunications, croyait qu'Internet n'avait pas d'avenir commercial. Donc ça montre quand même qu'on doit être un peu prudent de temps en temps sur les jugements que l'on peut faire. Des prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Et puis, tout ça, c'est un grand philosophe qui a dit ça du XXe siècle, qui s'appelait Pierre Dac. Et puis, on a vu aussi, par rapport à ce qui est né dans les imprimantes 3D, etc., à certains moments, personne n'y croyait. Bon, on voit que ça va très, très vite. Et même ceux qui doutaient de l'émergence des voitures autonomes, etc., aujourd'hui sont obligés de se ranger à ces évolutions technologiques. Donc, on a deux problèmes qui nous sont posés, deux changements. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme d'habitude, on a l'habitude ici dans cette région, on attend que ça se passe et on essaie de s'adapter, ou on essaye, pour une fois, d'anticiper et de prendre un temps d'avance. Et on a fait ce choix-là. Donc ce choix, ça a été celui de bâtir un projet qui soit un projet, plutôt une vision, pas un plan. Hein. Les plans aujourd'hui, faire des plans sur le 2050, moi je ne sais pas comment on fait, mais on peut avoir une vision, on peut avoir un fil conducteur, une trajectoire. Et puis cette trajectoire, c'était de faire de cette région une région durable et connectée. Bon, vous comprenez pourquoi par rapport à ce que je viens de dire. Et surtout d'avoir une méthode. Et ce qui nous est paru possible, la seule méthode possible pour nous, c'était de mettre tout le monde ensemble. Ce qui est une gageure. Il faut quand même, bon, déjà, mettre ensemble les politiques, la droite et la gauche, c'est dur. Mettre ensemble le monde économique qui n'a rien à envier au monde politique, c'est difficile. Mais mettre ensemble le monde économique et le monde politique, c'était pas gagné d'avance. Et c'est le pari qu'on a réussi. Et on l'a réussi de façon tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a lancé cette opération. J'étais à l'époque président de la Chambre de commerce après avoir été élu régional. Le président de la région était à l'époque socialiste. Moi, j'étais un ministre d'un gouvernement qui était un gouvernement du temps de Jacques Chirac, donc je n'étais pas vraiment socialiste. On a réussi à se mettre d'accord. Il y a eu une alternance dans cette région, c'est-à-dire que bon, on est passé d'un camp à un autre. Ça n'a rien changé. Et on a continué à travailler de la même façon, et y compris avec l'ancien président. J'insiste sur ce point parce que c'est difficilement reproductible si on ne parvient pas à cette espèce d'union sacrée entre le monde politique, le monde économique, et j'y viens, et ce que j'appelle aussi le monde académique, qui a été ma divine surprise. C'est-à-dire de voir que le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, universités et grandes écoles, adhéraient, et non seulement adhéraient, mais voulaient en être. Et nous allons signer dans une dizaine de jours, le 16 octobre, ici à Lille, un protocole d'accord avec l'ensemble des universités de la région de Hauts-de-France et des grandes écoles de la région de Hauts-de-France sur justement cette dynamique REF 3, c'est-à-dire le projet que l'on a de lancer cette région avec toutes les recherches nécessaires et dans tous les domaines, hein, que ce soit les domaines des sciences dures, ou les domaines de gestion ou les domaines des sciences humaines et sociales. Voilà, c'est aujourd'hui notre fil rouge, le fil rouge de la politique que l'on veut construire dans cette région. Et on le construit, je dis, avec tous les partenaires. Et pour nous, hein, je reviens au sujet du jour, l'adhésion des grandes écoles, la participation des grandes écoles, l'implication des grandes écoles, très forte, elle est indispensable. Et elle se fait en liaison avec le monde politique et en liaison avec les entreprises. Alors, derrière ces points, REF 3, ça fait référence, quelque part, à la troisième révolution industrielle. Je me souviens avoir assisté à un World Forum à Lille, ici, avec la présence de Jérémy Rifkin. C'est là un petit peu le point de départ. Oui. Alors, peut-être, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le détail, quels sont un peu les grands axes de REF 3 en termes de thématiques. Puis après, on reviendra, notamment avec votre voisine, à la participation des grandes écoles de la région à ce programme. Alors, on est parti effectivement au début. Hein, au départ, il y a eu cette interpellation. Et bon, c'est plus facile quand on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour nous parler que quand on parle de l'intérieur.
Autrement dit, j'aurais eu l'idée tout seul, ou Daniel Percheron, le président de région, aurait eu l'idée tout seul, on n'aurait jamais pu réussir. Là, on avait quelqu'un dont on pense ce qu'on veut, mais qui a une dimension médiatique assez forte, qui est quelquefois un peu dérangeant, et il nous a servi en quelque sorte de totem. Vous savez, le totem, c'est ce qu'on met au milieu du village, et puis autour, vous avez les grands chefs à plumes qui fument le calumet de la paix. Ça a été à peu près ça. Ce qui veut dire qu'on n'a pas appliqué les préconisations de Jérémy Rifkin. On s'en est inspiré, on a travaillé avec lui. On a fait notre propre troisième révolution industrielle, j'insiste là-dessus, et elle évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'on s'adapte en permanence. Et on l'a fait effectivement en se servant, mais en se servant dans le bon sens du terme de lui. Alors pourquoi aujourd'hui on parle plutôt de Rêve 3 que de troisième révolution industrielle? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le mot industriel est très connoté dans la langue française. C'est-à-dire, pour nous, industrie, c'est la manufacture. Or, nous, on avait pris industrie dans le sens étymologique du terme. Industria, ça veut dire en latin activité. Pour nous, c'est toute l'activité. Ce n'est pas évidemment la sidérurgie ou la mécanique. La deuxième raison, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui, mais bon, qui m'échappe un peu, j'avoue, mais je ne suis pas un intellectuel, c'est pour ça que j'ai du mal, entre ceux qui disent on est à la troisième révolution industrielle, d'autres vous disent la quatrième, d'autres vous disent même la cinquième aujourd'hui. Bon, pour nous, ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a cette révolution, cette rupture, cette cassure. Donc on a dit on va écarter ça. Et puis Rêve 3, c'est quand même plus sexy, plus facile à vendre. C'est une marque, en quelque sorte, de fabrique que troisième révolution industrielle. Et on le décline aujourd'hui d'une autre façon. Quand on dit Rêve 3, les gens disent oui, c'est le rêve de la troisième. Non, c'est trois lettres qui sont très signifiantes pour la politique, pour les politiques que nous sommes en train de mener. Le R pour robotique, et avec robotique, on met intelligence artificielle, numérique, etc. Le E pour énergie et environnement, et le V pour le vivant, parce qu'il nous semble aujourd'hui que la bioéconomie, l'économie du vivant, est très importante dans le monde demain. Voilà. On a résumé ça, et puis on essaye d'entraîner le maximum de monde avec nous dans cette affaire, parce qu'il s'agit de rendre des perspectives à une région qui semble en avoir beaucoup perdu. Et c'est pour ça que j'ai été, moi, j'avoue, j'ai été même agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'on aurait eu cette adhésion du monde de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, il y a des grandes écoles ici que je reconnais, dont je reconnais les dirigeants dans la salle et qui ont participé à l'aventure dès le début. Et je crois que ce n'est pas fini. Alors justement, venons-en aux grandes écoles de la région, et notamment avec Céline Dubois-Duplan, directrice marketing et innovation d'INCREA Hauts-de-France. Alors vous m'avez dit que vous portiez des projets avec des jolis noms, Adicode, Adimaker, Adicity. Comment s'inscrivent-ils dans cette dynamique de Rêve 3 ? Alors en effet, on peut d'abord, parce que Rêve 3, c'est une bonne façon d'incarner dans quelle mesure les grandes écoles contribuent au territoire. C'est le thème de cette table ronde. Donc INCREA, c'est la fusion de 3 écoles d'ingénieurs, HEI, ISA et ICN Lille. L'avantage très fort de cette fusion des 3 écoles, c'est qu'on va couvrir toutes les sciences de l'ingénieur, et donc ça nous donne une vraie possibilité de transdisciplinarité. Et nous, notre conviction, c'est qu'on peut être, quand on a une grande école, un contributeur utile pour résoudre des grands problèmes. Nous, on aime bien dire qu'on contribue à résoudre des grands méchants problèmes. Et l'idée, quand on a eu cette dynamique Rêve 3 qui s'est mise en place, c'est qu'on a souhaité se positionner en termes de contributeurs là-dessus. Quand on a une grande école, on a plusieurs moyens de le faire, d'être même modestement contributeur à la résolution de ces grands méchants problèmes. C'est d'utiliser nos 3 métiers. Et nos 3 métiers, c'est la formation, et on peut le considérer aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. On peut le faire au travers de la recherche, et on peut le faire au travers de l'accompagnement de l'émergence d'innovation d'entreprises. Et si je raccroche à Rêve 3, je peux prendre un exemple d'un des projets de recherche où on a cette approche transdisciplinaire, où on utilise nos expertises et on le met au service d'un territoire. Ça va dans la dynamique de la transition énergétique. C'est un projet qui s'appelle Somel So Connected, auquel on contribue avec des chercheurs sur l'énergie, sur le big data, sur les usages, sur l'environnement. Et donc dans ce projet, c'est l'idée de trouver des solutions sur la transition énergétique. Et en fait, on le fait au travers de 4 cas d'usage en région. Et nous, on est l'un de ces 4 cas d'usage. On essaye de trouver des solutions pour trouver des solutions d'autoconsommation de bâtiments intelligents. Et donc, c'est un projet de recherche où on va trouver du transdisciplinaire qui se fait en lien avec des entreprises et qui est appuyé par l'AMEL. Et finalement, c'est une des incarnations
possible de contribuer à résoudre des problèmes autour de l'énergie. Donc on voit bien qu'au travers d'un de nos métiers, nous, on est capable de se mettre en marche aux côtés d'entreprises, aux côtés de territoires, pour faire des preuves de concept, pour trouver des solutions innovantes et pour faire avancer les choses. Ça, c'est avec les étudiants? Ça, c'est avec des chercheurs. Parce que la question, c'est effectivement comment les étudiants sont-ils impliqués? Oui. Et à la fois, on a parlé ce matin des compétences. Tout à fait. Comment ça rejaillit sur des compétences ou sur du développement de compétences? Alors, on peut l'avoir de deux manières. Soit on va monter des formations avec un objectif de transmission de compétences. Donc, on a monté une option au sein d'INCRA Hauts-de-France qui s'appelle Smart Cities, donc qui permet de former en formation initiale des élèves ingénieurs autour de ces questions de la ville. C'est une question éminemment complexe, éminemment transdisciplinaire. Donc, on a une formation, on combine des interventions de différents de nos enseignants pour diplômer des ingénieurs qui se voient associer une option sur cette dynamique-là. Il y a une deuxième façon d'intervenir, et ça rejoint pas mal de choses qu'on a pu dire ce matin pour apprendre en faisant. C'est que donc, moi, je dirige un programme qui s'appelle ADICODE, qui veut dire Atelier de l'innovation et du co-design. La spécificité de ce programme qui a été labellisé IDEFI, c'est qu'on veut faire de la pédagogie de l'innovation en co-design. Et pour faire ça, c'est qu'on n'a pas choisi de faire du cours en face-à-face pédagogique, c'est qu'on a choisi une pédagogie expérientielle, donc une pédagogie par projet. On va faire travailler des groupes d'étudiants qui sont issus en mélangeant les disciplines qu'on peut trouver dans nos écoles. On peut aussi associer des étudiants qui sont issus de l'IESEC, qui viennent des fois nous rejoindre sur ces projets. Et on travaille systématiquement sur la base d'un sujet d'innovation qui est confié par une entreprise. Donc c'est un sujet réel ou c'est un sujet de territoire. On a eu aussi des sujets de territoire. Donc en fonction de la thématique du sujet qui nous est confié, donc ça peut être de l'ordre de la transition énergétique, ça peut être des sujets sur la biodiversité, ça peut être des sujets sur l'agriculture en ville, donc un peu toutes ces grandes thématiques qui sont liées à cette transition des territoires. Les élèves sont contributeurs, ils sont encadrés par des enseignants-chercheurs, ils travaillent aux côtés d'entreprises pour résoudre ces sujets, et donc ce faisant, ils peuvent prendre leur part aussi dans la transformation des territoires. Merci. Alors, dans les territoires, il n'y a pas que les Hauts-de-France, mais il y a un territoire qui, par bien des aspects, y compris l'histoire et l'aspect industriel, peut ressembler un peu aux Hauts-de-France, c'est l'Est et le Grand Est. Et le Grand Est aujourd'hui. Donc, Lorenzo Diez, vous êtes le directeur de l'École supérieure d'architecture de Nancy. Et je suis ravi de vous avoir à cette table ronde parce qu'on l'évoquait, on voit souvent dans la conférence des grandes écoles des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, on voit peut-être un peu moins souvent les écoles d'architecture. Donc, c'est très bien que vous soyez aussi sur scène, si j'ose dire, avec nous. Et vous êtes aussi le président, je crois, d'une initiative qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Région Archi. Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, on n'est pas des petits jeunes dans la conférence des grandes écoles. On est là depuis 92. Vous voyez le truc? Mais on ne voit pas assez. Depuis 92, ouais. Donc, c'est un côté curieux du métier. On a vu apparaître une conférence, on s'y est tout de suite mis. Région Architecture, en fait, c'est une initiative qui utilise la réforme des régions comme une opportunité. Voilà, parce que il vous aura pas échappé que, au-delà du fait que le Grand Est, le nom du Grand Est est totalement étonnant comme nom, parce que si vous allez en Pologne et vous dites je viens du Grand Est, voilà, donc ça montre bien qu'on est encore en France, c'est-à-dire le Grand Est se détermine par rapport à des coordonnées, comment dire, qui dépendent de Paris et pas de la planète. En tout cas, voilà, la réforme des régions, on voyait bien que certains acteurs se positionnaient, notamment dans notre région, je dirais en attentisme, et d'autres peut-être de manière proactive. Et c'est un peu ce qui a présidé dans notre filière, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la filière de l'architecture dans le Grand Est, qui réunit architectes, ingénieurs, artisans, constructeurs, industriels, tous intéressés par ce qu'on appelle l'architecture au sens large du terme, c'est-à-dire dans laquelle on a la construction, on a... je fais souvent la comparaison avec le film. Vous savez, on fait tous des films, mais il y en a qui font de l'arrêt-essai, il y en a qui font de la série B, il y en a qui font des... Voilà. Donc je dirais, on fait tous de l'architecture, sauf que voilà, il y en a qui font plus de la construction, d'autres plus des arrêts-essai. Et donc on a vraiment profité de cette réforme qui, quelque part, plaçait la région Grand Est dans un autre écosystème, j'ai utilisé écosystème
un de mes collègues a dit qu'il en avait marre. Donc, en tout cas, ça nous plaçait dans un autre paysage, dans un autre contexte. Je rappelle, la région Grand Est, 5,5 millions d'habitants. De la Seine jusqu'au Rhin, c'est la même région. La région transfrontalière d'Europe, hein, 4 pays transfrontaliers, donc 5,5 millions. Et en termes de PIB, c'est 20-25e place au niveau des régions européennes. Donc on s'est dit, il y a un jeu à jouer, il y a quelque chose à jouer. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, monsieur. Il y a quelque chose à jouer, mais il faut le jouer tout de suite. Il faut le jouer vite et le proposer dès le lendemain de la création de la région, puisque la réforme des régions va créer un vide de projets. Et donc, c'est le moment de proposer un projet. Alors là, on a rebouclé avec quelque chose qui est quand même une des grandes spécificités du milieu de l'architecture. C'est la capacité d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore là. Vous savez, c'est l'architecte qui vous dit, si je vous promets, là, vous verrez, il y a un hôpital. Et on ne voit rien. Mais si, promis, il y aura un hôpital. Vous allez voir, il va être comme ça, grosso modo. Puis il faut signer. Alors, c'est terrible, il faut signer. C'est plusieurs millions. Mais je vous promets, il y a l'hôpital, il n'y aura pas de problème. Donc, en fait, on s'est positionné comme ça. On a réussi à faire l'alliance des écoles d'architecture du Grand Est, des entreprises d'architecture du Grand Est, des centres culturels, parce qu'on a aussi cette spécificité dans notre filière d'avoir aussi des milieux type musée, type centre culturel qui s'intéressent à diffuser ce qu'on pourrait appeler la CSTI de l'architecture. Et donc on a réussi à faire une alliance assez forte, à la faire au bon moment, et on a pu du coup proposer et poser sur le bureau du président de la nouvelle région un livre blanc au mois de janvier 2016. 6 axes stratégiques, 41 propositions. Le slogan de ce livre blanc, c'était « Faire de l'architecture un des leviers de développement économique et culturel de la nouvelle région ». Et quand on disait ça, on disait quelque chose d'un peu bien pensé, c'est-à-dire que ces nouvelles régions ne pourront pas se construire que sur des apports économiques, mais aussi il va falloir que rapidement elles se construisent une culture. Et je pense qu'il y a certaines qui ont changé. Quel fil d'Ariane, quelle culture commune on construit pour rapidement retrouver sens. Et on rejoint aussi du coup, les humanités. Et donc on s'est positionné sur ce créneau-là, quelque part en disant, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement qu'on construise plus d'hôpitaux, parce qu'on sait qu'on va en faire de moins en moins. On sait qu'on va plutôt faire des rénovations d'appartements, de la domotique, du soin à domicile. En revanche, ce qu'on a compris, c'est qu'avec cette région Grand Est qui se place dans un paysage européen avec une vraie force, c'est la possibilité de se projeter sur les marchés européens. Quand je dis ça, peut-être que pour la plupart d'entre vous, c'est une évidence. Mais il faut savoir que dans le milieu de l'architecture, ce n'est pas du tout une évidence. Quand vous êtes architecte, vous mettez votre plaque en bronze avec les 4 vis, et puis vous allez voir le maire, et peut-être le maire de la commune voisine, et puis vous essayez de trouver du boulot. Donc l'idée de l'export, l'idée de l'innovation n'existe pas dans notre milieu, alors qu'elle existe beaucoup dans le milieu des écoles d'ingénieurs ou des écoles de management. Donc voilà, on a juste profité de ça. On a réussi à faire Je rejoins aussi ce que j'ai entendu avec notre collègue philosophe ce matin. On a réussi à faire un réseau. On a vraiment mis autour de la table tous les acteurs de manière contributive. Et on a réussi à constituer ce que j'appellerais le premier et unique cluster de la filière de l'architecture en France. Alors peut-être que d'autres régions feront pareil. Mais j'ai tendance à penser que la France a quelque chose à vendre, notamment c'est sa qualité architecturale, ou en tout cas son histoire architecturale. Et donc voilà, si c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant, et notamment avec nos grandes écoles, et notamment au travers de l'innovation, de la R&D, c'est bien ce qu'on essaie de poursuivre comme initiative. Alors, derrière le livre blanc, il y a des réalisations concrètes ? Alors derrière le livre blanc, il y a des réalisations concrètes, bien évidemment. Je dirais qu'il y a tous les ans pratiquement une trentaine de territoires qui sont expertisés et travaillés par des équipes d'étudiants architectes avec des enseignants-chercheurs. Donc là, ça reboucle avec le sujet qui était comment les grandes écoles, comment les grandes écoles sont en prise avec les territoires. Les nôtres, plus particulièrement, on a regardé ces 30 équipes d'étudiants qui tous les semestres travaillent sur des commandes territoriales. Alors plutôt avec des territoires qu'avec des PME, PMI, mais sur des vraies questions. Par exemple, dans le Grand Est, il y a une vraie question sur les villes moyennes. Je le fais simple, est-ce qu'on décide qu'on supprime les villes moyennes ? Ça s'est fait à une époque, au Moyen-Âge, on a fermé des villes.
Donc, est-ce qu'on supprime les villes moyennes et on reste sur nos 15 métropoles, ou est-ce qu'il y a quelque chose à raconter sur les villes moyennes et il y a une économie possible et il y a un développement, voilà. Donc, régulièrement, on a des jeunes qui travaillent comme ça sur des commandes, je dirais, de collectivités. Est-ce que vous pouvez nous inventer quelque chose, nous proposer des solutions disruptives pour trouver une autre issue que celle qui est aujourd'hui sur les villes moyennes, qui est plutôt un peu misérable, même si on invente Action Cœur de Ville et compagnie, voilà. Bon. Voilà, donc très concrètement, il y a ça. On est en train, je vais dire ça, mais c'est peut-être des banalités pour vous, mais on est en train de placer des contrats CIFRE dans des entreprises d'architecture. Pour nous, c'est une révolution. Hein, voilà, voilà, c'est. Bon, on va peut-être laisser la grande peste de- Bon, je vous propose de garder ça pour la partie de débat. Je voudrais revenir sur l'absente, mais qui est en même temps présente, c'est l'entreprise ou les entreprises et la place qu'elles ont dans vos différents projets et la façon dont, vous l'avez un petit peu évoqué, Monsieur Vasseur, l'interaction simple ou compliquée entre les différents acteurs. Mais quelle est la place des entreprises dans vos projets? Et pour revenir à nos transformations sociétales, on l'a un petit peu vu aussi avec des représentants d'entreprises ce matin, pourquoi et comment ces entreprises s'intéressent aux transformations sociétales dans les territoires? Bon, alors, j'ai tendance à penser, de toute façon, que sous quelque forme que ce soit, les entreprises apportent des solutions à un certain nombre de demandes de la part de clients, consommateurs, tout ce que vous voudrez. J'y sous quelque forme que ce soit. De toute façon, il ne s'agit pas de prendre parti pour un système ou pour un autre. Mais donc, pour nous, les entreprises, c'était là où se passait finalement la transformation. Quand on est amené à parler comme nous l'avons fait ce matin, de transport, de mobilité, de tout ce qui va advenir en termes de mobilité, bien évidemment que les entreprises sont concernées. Elles sont concernées, qu'elles soient fabricantes de matériel, fabricantes de trains, d'automobiles ou de ce qu'on voudra. Donc l'entreprise, elle est évidemment au cœur. Si je devais dire que les deux acteurs principaux pour nous, hein, indépendamment, disons, des institutions qui ont piloté cette opération, ce sont les entreprises, grandes, moyennes et petites, et notamment aujourd'hui, les petites entreprises peuvent exploser sur des thématiques comme les nôtres, et les collectivités. Je pense qu'on doit avoir une vision, on parle de territoire. Un territoire, ok, c'est une grande région. D'ailleurs, on peut remarquer que le périmètre des grandes régions ne correspond pas nécessairement à des réalités historiques ou sociologiques, mais plus ou moins aux caprices des parlementaires qui ont voté la loi et qui ont fait quelquefois, de façon un peu hâtive, des amendements qu'on ne leur demandait pas. Mais c'est un autre problème encore qui mériterait discussion. Moi, je respecte beaucoup les Alsaciens. Je pense que les Alsaciens avaient envie de bâtir une expérience originale. On ne leur a pas permis. Bon, peut-être que c'est un grand bien pour la région Grand Est, mais tendance à penser que les collectivités doivent correspondre aussi à des histoires et à des volontés de vivre ensemble. Que, si j'habite Cézanne, je ne me sens pas tout à fait voisin de Colmar, mais c'est un autre. Pardon. Oui, à part le vin, mais c'est pas tout à fait le même. C'est pas les mêmes cépages, de toute façon. Et c'est pas le même produit. Bon, non. Tout ça pour dire que les collectivités ont un rôle très important à jouer, et dans notre façon de procéder aujourd'hui, on travaille avec le monde de l'entreprise, bien évidemment, avec des grands chantiers qui sont des chantiers thématiques sur lesquels les grandes écoles vont se faire un plaisir magistral. Quand on est amené, par exemple, je le dis pour les ingénieurs, à travailler sur la filière hydrogène, qui est une des filières que l'on veut énormément pousser, bien évidemment, on va travailler avec des grandes écoles d'ingénieurs. Par exemple, je prends cet exemple-là, je pourrais en prendre beaucoup d'autres. Mais à l'intérieur même d'une région, il y a ce qui peut se bâtir dans un territoire. Une métropole, on en a une ici. On peut se poser des questions d'ailleurs sur le rôle des métropoles. Quand on a eu une étude de France Stratégie récemment qui nous disait le développement économique, il se fait dans les métropoles. Ce que vous disiez tout à l'heure, on a tendance à railler un peu de ce qui n'est pas métropole. Mais c'est bien parce que les métropoles rayonnent sur le territoire avoisinant. C'est vrai à peu près partout. C'est malheureusement pas vrai chez nous. On a un développement qui est un développement endogène, si bien qu'on a une métropole qui effectivement connaît une certaine forme de développement économique, mais qui ne bénéficie pas au reste du territoire. Et on est à des territoires quand même relativement fragiles. D'où la nécessité pour nous
d'envisager précisément une accroche dans les territoires, quelle que soit la dimension des territoires. Alors, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui, ce que nous connaissons n'est pas finalement la grande peste qu'on avait vécue au Moyen-Âge, sous une autre forme, sous une forme plus technologique, et si demain, des petites villes ou des villes moyennes vont subsister. C'est une vraie question. Moi, je lis les ouvrages qui surgissent aujourd'hui, que ce soit celui de Guy ou de Laurent Davésy. Bon, on a une vraie question. Nous, on va avoir une attitude volontariste en disant que tout territoire doit avoir sa chance et de donner la même chance à tout le monde. Donc c'est un peu volontariste. C'est pas tout à fait dans l'air du temps du laisser-faire, mais c'est la façon dont nous voulons travailler aujourd'hui. Et si je peux terminer sur la liaison avec les grandes écoles. J'entends quelquefois des grandes écoles qui me disent, nous, le territoire, la notion de territoire, elle ne nous concerne pas. J'ai eu cette discussion qui m'a d'ailleurs amené à démissionner d'un conseil d'administration d'une grande école de la région, où on peut penser qu'à un certain niveau de notoriété, de classement, dans le Financial Times par exemple, on n'a pas à se préoccuper du territoire. N'oublions jamais d'où on vient quand même. Je trouve que c'est très très bien d'avoir des visions qui consistent à dire on est hors sol. Mais être hors sol, un jour ou l'autre, on finira par se poser la question de savoir si, après tout, la grande école doit continuer à délivrer des enseignements sous une forme qui soit une forme physique. Je crois que, bien évidemment, on doit avoir aujourd'hui des préoccupations internationales. Ne pas se sentir prisonnier d'un territoire, mais être ancré sur un territoire, ça ne veut pas dire qu'on est replié sur soi-même. Qu'on ait évidemment des liaisons avec d'autres grandes écoles, d'autres universités qui sont partout dans le monde, ça me paraît souhaitable, profondément souhaitable. Mais faire en sorte que l'on oublie que l'on est implanté sur un territoire, ou alors on va tous à Paris. Mais bon, est-ce que c'est souhaitable? Peut-être, je n'en sais strictement rien. La deuxième chose, c'est qu'il faut l'avoir en sens inverse. Moi, je me considère comme étant un passionné du territoire, depuis longtemps d'ailleurs. Et j'ai envie, précisément, que ceux qui peuvent servir le territoire soient mis à contribution. Or, quand on a la chance d'avoir des grandes écoles sur son territoire, tout le monde veut en avoir, hein, des grandes écoles sur son territoire. Bon, ouais. Quand on a la chance d'avoir des grandes écoles sur son territoire, comment ne pas en profiter pour faire en sorte que l'on se serve de l'expertise, de la connaissance qui existe dans ces grandes écoles pour développer le territoire. J'ai un certain nombre de projets. Alors justement, parce que... Ouais, ben, sauf si c'est dévoiler des secrets, mais ce qui est intéressant, intéressant, ce que je pense qui intéresse les directeurs d'école, c'est des projets concrets. Moi, un projet... je n'annonce les projets que quand je suis certain de ne pas être démenti par la réalité. Mais une grande école de la région, ici, bien implantée sur son territoire, nous offre la possibilité, je crois, si on joue les choses intelligemment, en liaison avec la collectivité, en liaison également avec une très grande entreprise qui est installée sur ce territoire, de créer demain, ce que j'espère, on appellera ça un centre sur la maintenance industrielle, mais qui est en fait un centre de recherche et développement sur les développements du numérique dans l'industrie. C'est un projet très concret qui aboutira, à mon avis, pas avant 1 an ou 2, peut-être d'ailleurs plutôt de 2 qu'une année, mais ça fait partie du rôle que peut jouer une grande école. Autrement dit, la notion même, l'existence même, le projet de ce centre n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu précisément la grande école qui était à côté. Voilà. Alors peut-être que la grande école toute seule ne l'aurait pas fait, mais je trouve que c'est une bonne façon d'arrimer la grande école au territoire et de servir le territoire par rapport à la compétence de la grande école. Oh, vous devez savoir de quoi je parle. Je garderai ça pour moi. Gardez ça pour vous. Oui. On peut jouer devinette. Alors justement, du côté de l'INCRE, on est dans la même région, ou de Nancy, comment vous travaillez sur cette intégration dans le territoire? Et derrière l'intégration dans le territoire, vous l'avez un petit peu évoqué, les territoires ne sont pas homogènes. Vous avez fait référence à certains ouvrages aussi sur la France périphérique ou d'autres. Comment vous pouvez être des acteurs de la cohésion sociale et de la cohésion à l'intérieur du territoire? Alors, je peux citer des exemples qu'on a vécus ou des exemples qu'on essaye de mettre en place. Un exemple qu'on a vécu, et alors qui illustre vraiment le côté une grande école peut contribuer à l'attractivité d'un territoire. C'est il y a quelques années, on a été contacté par la ville de Châteauroux, par la CCI de Châteauroux, qui faisait le constat que sur son territoire, elle avait des entreprises de maintenance industrielle autour du secteur aéronautique automobile
qui n'arrivait pas à recruter des ingénieurs sur son territoire et ça posait des problèmes de vitalité économique sur le territoire. Donc on a travaillé à monter une section d'apprentissage sur cette thématique, sur ce territoire. Et donc elle est maintenant ouverte depuis 5 ans. On a déjà des diplômés qui sont sortis de cette école d'ingénieurs par apprentissage avec une corrélation au territoire extrêmement forte. Donc on a eu tout un travail en amont avec la collectivité territoriale, avec la CCI, et on a vraiment implanté une formation pour pouvoir délivrer ce titre d'ingénieur sur place et avoir des contrats d'apprentissage en lien avec les entreprises du territoire. Et donc ça, c'était vraiment un exemple que main dans la main, un acteur académique, des acteurs économiques, des acteurs territoriaux peuvent travailler ensemble à la revitalisation du territoire. Donc ça, c'est vraiment un exemple extrêmement concret, il est avéré. Un autre exemple de notre souhait de contribuer au territoire, parce que nous, on y tient beaucoup, c'est quelque chose qu'on revendique, c'est qu'on se place aux côtés de collectivités territoriales dans des réponses à des appels à projets ou dans des candidatures qui sont de nature à faire rayonner le territoire. Donc là, on avait contribué à l'appel à projet TIGA, de Territoire d'innovation de grande ambition, avec la MEL. Alors, on n'a pas été retenu dans la première vague, mais on a répondu tout de suite présent à l'appel au travers de compétences sur des thématiques d'agriculture urbaine et sur les questions de la ville dans cet appel à projet. On avait contribué à l'époque à la candidature, et ça donc c'est avéré aussi, pour que la métropole européenne de Lille soit capitale mondiale du design en 2020. Donc on avait œuvré à écrire des contributions pour pouvoir mettre en œuvre ça. Et donc là, il y a des projets qui doivent se développer avec un moment assez important en 2020. On va donner à voir ce qui a pu se faire sur le territoire. Et donc nous, on travaille à faire des preuves de concept que le territoire de Lille met en place cette approche design dans sa façon de travailler. Et donc ça, on y contribue de façon forte. Et on voit que quand on doit s'associer, vraiment se mettre aux côtés, dans les pas d'une collectivité territoriale pour l'attractivité du territoire, on répond présent. Voilà, 2 exemples qu'on peut citer là-dessus. Lorenzo, entre Cézanne et Colmar? Entre Cézanne et Colmar, il y a Nancy. Oui. Voilà. La capitale n'est pas à Nancy, la capitale régionale n'est pas à Nancy. Ben non, parce qu'elle est dans le Grand Est. Bon, on va peut-être laisser la géopolitique une seconde. C'était malin de la mettre à Strasbourg, c'était plus proche de l'Europe. Voilà, pour pas polémiquer. Non, je pensais en vous écoutant, c'est assez similaire de ma voisine, la relation au territoire. J'irais même jusqu'à dire que le territoire est notre laboratoire pour les écoles d'architecture. C'est-à-dire qu'il y a une relation, entre guillemets, comme on a parlé aussi de sciences humaines, et une relation presque physique et charnelle au territoire. Tout simplement parce que, je dirais, l'acte de construire, d'urbaniser ou d'aménager le territoire commence par le sol, par la volonté d'architecturer le sol. On dit souvent que l'architecture, c'est le passage de la géographie à la géométrie. Donc, on a ce rapport, je dirais, à un territoire qui est pratiquement comme notre laboratoire. Et donc, on est, depuis cette initiative, mais déjà avant, puisqu'on est parti d'un capital important, on est en relation permanente avec des collectivités et on monte des projets réguliers. Alors, on a aussi participé à un TIGA. Un TIGA, c'est Territoire d'innovation et de grandes ambitions avec la métropole de Nancy. On a gagné la première phase. Voilà. Ça s'appelait Des hommes et des arbres. Ça visait à explorer tout ce que va pouvoir être demain les relations entre les hommes et les arbres et les hommes, depuis la sylvothérapie jusqu'à l'habitat. Enfin voilà, donc, et on continue là-dessus. On espère que le CGI va enfin déclencher la deuxième phase. Voilà, on travaille par exemple avec un très gros bailleur social qui a des friches industrielles, hospitalières, militaires, qui posent des vraies questions et sur lesquelles on développe des prototypes d'habitat, par exemple, avec des questions vraiment très concrètes. Voilà, on a ce type d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous montrer si c'est possible de retarder leur obsolescence? Vachement intéressant ça comme sujet. Est-ce qu'il est possible de retarder l'obsolescence des architectures? Ce bâtiment-là est un bâtiment dont on a essayé de retarder l'obsolescence puisqu'on l'a réutilisé pour une grande école. Donc voilà, et on développe des prototypes, on les fait expérimenter par nos laboratoires. Voilà.
On est aussi, comme je disais, pas mal sur les villes moyennes, parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, parce qu'il fait partie de ces sujets pas du tout évidents sur lesquels il faut de la recherche et de l'innovation. Si vous voulez travailler sur les métropoles, voilà. Voilà. En revanche, je travaille sur les petites villes, les villes moyennes. J'ai des enseignants-chercheurs qui travaillent aussi sur les parcs naturels régionaux. Enfin, voilà. Donc on est toujours très en lien avec ces territoires, avec ces collectivités. Et donc, ça, je dirais, c'est une activité régulière. Peut-être ce qui est important dans la trajectoire région architecture, c'est que ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer non plus ces expériences-là au niveau pédagogique. Pour moi, elles sont trop souvent au niveau que de la pédagogie. Hein, donc, je dirais une expérience de projet dans le cadre d'un master. On voudrait le placer au niveau de la recherche, c'est-à-dire commencer à travailler ce genre de relation au territoire, ce genre de recherche d'innovation, plutôt au niveau doctoral, au travers d'une approche peut-être un peu renouvelée ou nouvelle ou différente du doctorat. Vous vouliez rajouter un point ? Je peux donner un autre exemple parce que ça va bien dans ce côté expérimenté sur le territoire. Avec INCRA France, on a travaillé ici localement avec la friche de Fifcaille, qui est une ancienne friche industrielle qui cherche un nouveau devenir. Et on a travaillé à plusieurs titres. On a travaillé en fait, ils essayent de requalifier ça sur une friche gourmande. Et donc, il y a une ferme urbaine expérimentale qui s'est mise en place sur la friche de Fifcaille. Et donc, on a travaillé avec des chercheurs pour mettre en place ce projet-là. On a des étudiants qui vont apprendre des choses autour de l'agriculture urbaine, mais in situ. Donc on est vraiment dans l'apprentissage grandeur nature. Et en fait, ça va un peu avec une approche qu'on souhaite avoir, qui est de l'ordre des démonstrateurs. Donc c'est vraiment l'idée de travailler sur des objets. Je mets des guillemets parce que ça peut être un lieu ou une pratique, un process, mais quelque chose de très concret, quelque chose qui se fait grandeur nature, échelle 1. Et l'idée, c'est que dans ces démonstrateurs, on apprend, on innove, on conduit des projets de recherche. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de contribuer aussi au territoire. La friche de Fifcaille, elle est travaillée avec l'aménageur urbain de la ville de Lille. Et donc on travaille main dans la main là-dessus. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait ce matin dans les tables rondes sur les questions de expérimentation. Donc c'est-à-dire qu'on croit vraiment que c'est en faisant, en travaillant sur le changement d'échelle, sur la concrétisation des projets, que des choses intéressantes vont se produire en termes de compétences, de connaissances ou d'innovation. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur, vous l'évoquiez, un peu les trois rôles des grandes écoles. On a parlé d'enseignement, on a parlé de recherche. Il y a aussi l'aspect sur le développement économique, l'innovation, l'entrepreneuriat. Est-ce que dans vos différents projets, est-ce que dans REF 3, on a assisté, on en parle beaucoup, hein, c'est à la mode, les startups, de création de start-up. Est-ce que vous avez des incubateurs? Et quel est le dispositif d'accompagnement? Ça se fait tout seul? Il y a foison d'outils. On peut appeler ça des incubateurs. On a même inventé des accélérateurs. Il y a foison d'outils qui se font avec les grandes écoles. Pas toujours d'ailleurs. Il y a des outils qui sont des outils tout à fait indépendants et des outils qui ont été lancés par la Chambre de commerce, mais dans lesquels on peut parfaitement associer les grandes écoles. Ça s'est fait notamment à Douai et ça se fera demain sur Arras, pardon. Et à la Cato, oui, on va ouvrir effectivement un accélérateur à la Cato bientôt. Et en même temps, alors vous allez voir comment on est, nous on est quand même très, très neutre et très œcuménique. On va ouvrir en même temps l'accélérateur à la Cato et à l'Université de Lille. En même temps, pour pas faire pas de jaloux et pas rentrer dans des querelles. Bon, et à chaque fois, évidemment, on s'appuie les uns sur les autres. C'est, comment vous dire, on ne décrète pas qu'il y a des cases. On ne travaille pas en silo. On essaie vraiment de travailler de façon horizontale et de mettre tout le monde dans le même bateau et avec le même but. Encore faut-il que les uns les autres le veuillent. Ça marche? Parce que ça, c'est des oui, discours ça qu'on marche. entend beaucoup, de décloisonner, de sortir des silos. Non, mais oui, j'entends, oui, il y a beaucoup de discours là-dessus, oui. Effectivement, nous, on n'aime pas trop les discours, on préfère les démonstrations. C'est une chose qui nous paraît importante que vous évoquiez tout à l'heure. Vont faire exemple, en quelque sorte. On a une démarche. La démarche marche, bon, par définition, et donc on peut la montrer en exemple aux autres. On fait des protocoles, mais une fois qu'on a déjà quand même fait des choses, en quelque sorte. Sur les incubateurs, sur les startups, heureusement, on a aujourd'hui, sur notre opération depuis 5 ans, on va fêter le 5e anniversaire le 16 octobre, on a aujourd'hui 1 millier de projets
alors c'est 968 très exactement, mais 1 millier de projets qui sont des projets soit aboutis, soit enclenchés. De toutes sortes, de toute taille. Ça va de Rio Tinto, qui s'est lancé avec nous dans une affaire de mobilité et d'énergie, jusqu'à des start-up qui sont des start-up. Certaines d'entre elles sont déjà devenues des TPE, des entreprises avec 10 ou 15 personnes. Mais ça se fait toujours. Je pense à une start-up qui est née... alors je devrais peut-être pas dire ça parce que Xavier va me faire des gros yeux. Si je t'ai vu, je t'ai repéré, mais... Tu sais, je t'ai déjà parlé de ces éoliennes, mais pas les grands machins, les grands panneaux, là, tout ça, les grands trucs, non. Mais de ces éoliennes qu'on met sur le toit des immeubles et qui peuvent apporter de l'énergie. Bon, c'est un jeune... Oui, voilà, c'est ça. Il vient me voir après, on lui donnera l'adresse de Quentin Dubrul. Non, mais... Alors, ça marche pas, sauf que pour le moment, ça marche. C'est-à-dire, c'est un jour, un jeune ingénieur... Voilà, sortant d'une grande école de la région, voilà, qui dit j'ai une idée et je veux faire justement ces éoliennes individuelles. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est tout à fait concrète. Bon, je veux faire une éolienne. En plus de ça, nous dit-il, je veux faire un rotor qui soit fait avec de la fibre de lin produite dans la région. Donc on avait tout, le vivant, etc. Aujourd'hui, c'est une entreprise, il y a une dizaine de personnes. Bon. Alors, c'est pas non plus génial. Il a démarré quasiment dans son garage. Et il a les premières commandes. Alors, ça marchera peut-être pas, j'en sais rien. Je pense qu'en général, quand on commande, on fait attention. Mais je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de cette nature. Et au départ, c'était quelqu'un qui sortait d'une grande école de la région. Et que vous avez accompagné. Oui, et que vous avez accompagné avec des étudiants. Voilà. Un cas concret. Alors on a des trucs qui sont beaucoup plus importants, des choses qui nous font plaisir, mais qui ne concernent pas trop les grandes écoles, quoique. Quand Renault vient nous dire notamment qu'ils vont installer dans notre région leur unité sur le stockage de l'énergie, ça nous fait plaisir. Alors peut-être, puisqu'on approche un peu de la fin de cette table ronde, il se fait tard, dans les dernières questions, surtout ces questions justement de transformation sociétale qui nous renvoient un petit peu à la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations, au développement durable. On a souvent de très très beaux projets qui apparaissent, portés par les uns les autres, mais qui sont d'une taille parfois un petit peu limitée. Donc la question, c'est comment on passe à l'échelle, comment on démultiplie sous différentes formes pour avoir un impact au-delà de ce qu'il est déjà aujourd'hui. Alors, vous êtes dans une région un peu particulière. Il y a un ADN dans cette région. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une région qui avait été la première région industrielle de France. C'est aussi la région dans laquelle, alors il y a tout eu, on a eu des gens comme ceux que vous avez tout à l'heure qui étaient virils. On en a eu d'autres, on a eu des patrons de choc, on a eu aussi des patrons qui se posaient des questions. Alors, on dira sous l'influence, etc. Bref. Mais savez-vous que c'est dans cette région, par exemple, que l'on a inventé sur initiative patronale ce qu'on appelle le 1% logement, qui n'est plus du 1% aujourd'hui, mais qui est la contribution des employeurs à la construction de logements sociaux. Initiative patronale. C'est dans cette région qu'on a inventé aussi les allocations familiales. On parle des allocations familiales, on va dire c'est le Front populaire ou la Libération. Non, ce sont des patrons de la région. Alors les mauvais esprits, avec une conception, disons, un peu critique, vont dire que, les patrons souhaitaient construire des maisons pour avoir les ouvriers juste à côté, et que 2, ils encourageaient de la natalité pour avoir justement de la main-d'œuvre et qu'ils faisaient des allocations familiales. Peu importe. Mais ces initiatives aujourd'hui, vous touchez à la construction et vous touchez aux allocations familiales, on va évidemment pousser des cris d'orfraie. Cet ADN-là, on l'a retrouvé en 1993, lorsque des chefs d'entreprise de cette région ont décidé de lancer un mouvement fédérant les entreprises qui s'engageaient dans la RSE, dans la responsabilité sociale et environnementale. 93, c'était pas vraiment à la mode. On n'avait pas encore connu la faillite de Lehman Brothers. Aujourd'hui, ce réseau d'entrepreneurs regroupe 350 entreprises dans la région. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, peu importe, 350 entreprises dans lesquelles vous allez retrouver des entreprises de toute taille, de toutes sortes. Et on a quand même la satisfaction de voir que parmi ces entreprises, certains diront elles font du greenwashing, etc. Mais vous en avez qui régulièrement se retrouvent dans les classements en tête ce qu'on appelle les best places to work. Leroy Merlin, par exemple, Decathlon, par exemple, où il y a une véritable politique. On n'est plus simplement dans la cosmétique, on est dans une politique de fond
qui font que la dimension sociétale a été pleinement prise par l'entreprise. Des exemples comme ça, nous en avons, Dieu merci, beaucoup. Alors, il y a des entreprises qui sont plus discrètes que d'autres. Il y en a d'autres qui s'en servent comme un élément de marketing. Peu importe, moi, ça m'est égal qu'on mette en avant, en termes de communication, le bien que l'on fait. Après tout, d'autres se chargeront de mettre en avant le mal qui a été fait. Donc, ça existe. Précisément, on a encore du boulot. On a encore beaucoup de travail. J'entends bien quelquefois des économistes distingués, c'est un pléonasme, excusez-moi, mais qui viennent nous dire que l'entreprise n'a pas à se préoccuper du bien commun, que c'est l'État qui doit se préoccuper du bien commun par l'entreprise. Il y a une loi Pacte, non ? Je partage pas je partage d'autant moins cette analyse que voir de la part de libéraux qui citent notamment Milton Friedman dire que l'entreprise ne doit se préoccuper que de faire du profit et surtout pas du bien commun, que c'est à l'État de le faire. Donc c'est encourager l'État à prendre finalement des mesures qui soient des mesures coercitives. J'avoue que je ne comprends pas très bien. J'ai toujours tendance à penser qu'il vaut mieux se préoccuper spontanément du bien commun plutôt qu'on nous impose que d'autres le fassent à notre place, moins bien certainement qu'on ne pourrait le faire, et en créant des contraintes supplémentaires sur l'entreprise. Je pense que ici, et j'espère que c'est un peu partout ailleurs, je vois que d'ailleurs ça se multiplie un peu partout en France, il y a des entreprises qui ont compris qu'on rentrait dans un monde d'abord qui est un monde transparent, un monde dans lequel le poids des réseaux sociaux est tout à fait considérable, et qu'on avait plutôt intérêt d'être du bon côté du trottoir que de l'autre. Bon. Je pense que c'est un bon encouragement qu'on peut donner aussi à nos entreprises pour s'impliquer dans ce territoire. Merci. Lorenzo, est-ce qu'il faut faire 13 régions archi ? Joker. Et comment ? Joker, je pensais justement à votre question, notamment de faire échelle. Est-ce que ça renvoie à la réplicabilité ? Je crois qu'il y a, c'est un vrai sujet dans le monde de l'architecture, parce que justement, on ne fera pas la même architecture à Cézanne et à Colmar. On la fera peut-être avec les mêmes ingrédients, on la fera peut-être avec les mêmes méthodes, mais et c'est en cela que c'est un fait culturel, et c'est en cela que c'est un fait qui fait vivre ensemble, c'est que l'architecture a vocation à répondre à des spécificités et à une série de spécificités. Donc comment, et c'est pour ça que pour moi c'est un vrai sujet de recherche, comment arriver aujourd'hui, à l'aube de la 4e révolution industrielle, nous on parle en effet de 5e, on est en train de déposer un dossier qui s'appelle Architecture 5.0, hein, l'alliance de l'habitat du bien. Un 6, voilà, il faut aller vite. L'alliance de l'habitat, du bien-être et de la créativité. Comment on peut développer quelque part un état d'esprit, une agilité, une compétitivité à l'échelle d'une région qui fait qu'on peut répondre, et notamment je pense que le numérique va apporter des réponses là-dessus, qui fait qu'on peut répondre de manière spécifique, mais dans un schéma économique tenable, de manière spécifique et différente dans tous les points du territoire. Donc ça, c'est un véritable enjeu qui fait que du coup, là, on va plutôt travailler sur... C'est ce qu'on a dit aussi avec notre projet. La vocation de cette initiative, de ce cluster région architecture, c'est évidemment de faire du développement économique, mais aussi du développement culturel. C'est-à-dire à un moment, dans des nouveaux périmètres qui vont être de nature à déstabiliser ou à brouiller les codes, de dire l'architecture, en ce qu'elle est du patrimoine et aussi de la création, peut faire du lien, peut raconter une histoire. Voilà, on peut imaginer que entre le pan de bois de Troyes, je ne sais pas s'il y a des... Voilà, je vois mon collègue de Troyes, entre le pan de bois de Troyes et le pan de bois de Colmar, il y a peut-être une histoire commune qui peut se raconter, mais elle est quand même différente. Voilà. Donc je crois qu'on est aussi, si on veut des acteurs forts dans les territoires, on est aussi quelque part convoqué à révéler cette histoire, par nos innovations, à révéler cette histoire, à révéler cette épaisseur culturelle, cette puissance culturelle. Parce que l'avenir, à mon avis, de nos territoires, ce sera aussi leur capacité à une forme de cohésion, d'envie. Vous avez dit l'ADN de cette région, hein, c'est très important. Donc on est sur cette forme de réplicabilité. Je ne sais pas si ça répond. Et puis on est aussi très clairement, voilà, on ne va pas s'en cacher, sur l'idée de créer une marque, un label, Architecture Grand Est, et de l'exporter. Donc voilà, s'il faut faire 13 régions architecture, on verra. Je laisserai les autres sans voir s'ils veulent, mais moi, il faut que j'aille vite. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions. Alors, pas forcément sur la peste ou sur les éoliennes verticales, encore que, mais...
The floor is yours. C'est pas sur la peste, mais je trouve qu'il y a quand on juxtapose Sur un micro. ce séminaire, votre intervention avec l'intervention précédente, je trouve qu'il y a quelque chose de saisissant et qui interroge sur l'organisation un petit peu des politiques publiques en France. L'intervention précédente au niveau de l'État nous amène des outils en nous disant voilà comment il faut faire. Et moi, je travaille dans les Pays de la Loire. C'est aussi une très belle région dans laquelle on a des industriels qui sont intéressés et des politiques qui sont très intéressés au développement de l'enseignement supérieur. Et ce que je constate, c'est que votre point de vue ici, qui consiste à dire, dans les Hauts-de-France, on a décidé que c'était sur le Jeremy Rifkin, l'industrie 3.0, etc., qu'il fallait exploser. Et donc, il y a une injonction, non pas sur le comment, mais une injonction sur le quoi. Et je pense que, justement, on manque, en France, de ces injonctions de politiques qui nous disent quoi faire et qui arrêtent de nous dire comment le faire, comment faire. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai une position mais complètement orthogonale et qui est politiquement incorrecte probablement, mais moi je suis un fervent défenseur du pilotage de l'enseignement supérieur par les régions. Ça marche très bien en Allemagne, je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait pas en France. Alors, je ne me permettrai pas de répondre sur les politiques publiques, mais je vois tout à fait au fond là quelqu'un qui est très très investi dans la région et on va dire le pilote principal de la région. Vous pourrez lui demander ce qu'il en pense, j'en sais rien, Xavier. Hein. Mais la question qui se pose à nous, très très clairement, et on a voulu prendre notre destin en main parce qu'on pensait qu'on était peut-être mieux placé que les autres pour prendre notre destin en main, et que si on attendait que toutes les décisions, toutes les impulsions viennent, disons, de l'échelon central, on pouvait peut-être attendre encore un certain temps. En tout cas, pas forcément avoir les bonnes... Non. L'échelon régional, c'est pas une critique envers l'État. Non. Il n'y a pas de critique envers l'État. Mais je dis qu'aujourd'hui, quel est le niveau d'organisation territoriale qui est capable de donner des injonctions sur quoi faire? Je pense qu'aujourd'hui, le niveau régional est un niveau qui est efficace. Oui, voilà. Mais je le pense aussi. Enfin, bon, moi, et ça n'empêche pas qu'à un autre niveau, on puisse nous dire comment le faire. Mais on a besoin de quoi? La vraie question, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin qu'on nous dise comment on doit faire ce qu'on doit faire. Ça, je vous laisse le dire. Mais moi, j'ai un témoignage personnel. Quand je suis arrivé dans les Pays de la Loire, j'ai trouvé une région qui m'a dit il faut travailler sur les composites, parce qu'il y avait l'aéronautique, c'était quelque chose de très concret. On a travaillé sur les composites et on a monté des choses assez bien, Technocampus, un IRT, etc. On a trouvé des gens qui nous ont dit pour l'énergie, il faut développer l'éolien en mer. On l'a fait. On a inauguré hier, j'y étais, la première éolienne offshore, c'est sur le site de l'école centrale. En plus, j'en profite pour faire un peu de pub, mais c'était super. Mais ça, on a répondu à quelque chose de clair. Il faut faire ça. Et on l'a fait. Bon, alors nous, on est tout à fait prêts à saisir les opportunités. La grande question, mais je ne voudrais pas parler à la place de mon président préféré, la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi on ne nous laisse pas faire. C'est plus ça. Ben, je suis d'accord. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on nous parle tout le temps du droit à l'expérimentation. Tout gouvernement, hein, on nous parle du droit à l'expérimentation. Dès qu'on veut rentrer dans quelque chose d'un peu nouveau qui nécessite de l'expérimentation, on nous dit que ce n'est pas possible parce que ça ne rentre pas dans la réglementation. Donc là, il y a un problème. Et ce que nous demandons, c'est qu'on nous permette de mener nos propres expériences. Dans le cadre de la loi, on ne demande pas à déroger au droit du travail ou au code de l'urbanisme, ce n'est pas le problème, mais qu'on ait la capacité de démontrer notre savoir-faire. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, sans faire de commentaires particuliers, ça n'allait pas tout à fait dans ce sens-là. Bon. Je le déplore un peu, mais c'est... Je ne suis pas sûr qu'on ait les interlocuteurs dans la salle pour répondre, mais... Non, mais Xavier, je suppose que tu vas faire une conclusion, non? Ah bon? Tu as... Non, mais... Non, je me permets, hein. Non, ce n'était pas prévu du tout, parce que c'est une journée un peu folle, et même si vous êtes là une journée... Ceux qui ne savent pas, c'est Xavier Bertrand, il est président de la région. Hein. Je suis le collaborateur de Philippe Vasseur. Non, ce n'était pas prévu, parce qu'on est très fiers de vous accueillir pendant une journée et demie,
mais c'est une semaine un peu folle, et donc c'était vraiment très compliqué pour moi, mais je tenais à venir vous saluer et à pouvoir échanger un court instant avec vous. Par contre, le thème m'intéressait beaucoup, et votre remarque ne me surprend pas, mais me parle beaucoup. Je ne suis pas dans la logique d'une jacquerie girondine. Je ne suis pas aujourd'hui à brûler ce que j'ai adoré auparavant quand j'étais de l'autre côté de la barrière en tant que ministre. Mais je dois reconnaître qu'aujourd'hui, notre système ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et je pense qu'on est à la veille d'une bascule qui est tout simplement indispensable si nous voulons que ce pays devienne efficace. Efficace pour quoi faire ? Pour rester pionnier en matière d'excellence, mais aussi pour réduire un certain nombre de fractures. Vos thèmes sont passionnants. La question des dynamiques territoriales et la question également de ces fractures sociétales qui peuvent naître si on n'anticipe pas notamment les questions, notamment d'intelligence artificielle. Vous avez dit publiquement dans l'intitulé, Madame la Présidente, transformation des métiers. Non, suppression de certains métiers. Et le fait que vous soyez défricheur avec un temps d'avance ne me surprend pas. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est un peu votre appel pour dire on se sent acteur des territoires. Donc je voudrais venir là-dessus. Je pense qu'il nous faut absolument redéfinir le rôle de l'État. Et qu'on a plutôt intérêt à penser les choses, parce que si ça se fait sans avoir été anticipé, ça se passera mal et ce sera une forme de catastrophe. Je pense que l'État doit dire clairement ce qu'il entend exercer lui-même au titre régalien. En quoi l'État redevient stratège et en quoi l'État redevient garant. Si le cadre est fixé, nous resterons dans un pays dont on connaît l'ADN, mais qui sera capable d'être vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace. Je dis cela parce qu'il y a à la fois l'excellence que vous symbolisez, mais il y a aussi un point qui est important quand vous dites acteur des territoires, c'est qu'on doit tous lutter, partout, contre les fractures grandissantes dans notre pays. Moi, je suis le président d'une région où il y a la métropole lilloise, qui, honnêtement, ça peut toujours aller mieux, mais se porte mieux que la moyenne régionale. Mais je suis aussi le président d'une région où il y a Sambre-Avesnois et où il y a le bassin minier. Et je ne vous parle même pas de la traduction politique dans certains endroits. Moi, je suis président d'une région où il y a des gens qui vont très bien, où il y a des gens qui ne vont pas bien du tout. Et mon rôle, c'est de les rapprocher, pas en ralentissant ceux qui vont vite, mais en veillant en permanence à ce que ces fractures n'augmentent pas, mais que ces fractures se résorbent. Et je pense que pour ça, excusez-moi, mais on voit mieux les réalités d'ici et les besoins d'ici en étant ici. Et la preuve que ce n'est pas un discours contre l'État, je suis arrivé un peu en retard, nous étions à une grande réunion que nous organisons régulièrement sur l'emploi, et où mon premier partenaire, c'est l'État, mais c'est le préfet de région. Moi, je plaide très clairement pour que l'État en région soit beaucoup plus fort et que la technostructure nationale parisienne soit beaucoup plus faible. Parce que l'État, j'en ai besoin comme partenaire, mais un État qui soit conscient des réalités, je trouve ça dans la préfectorale et je trouve ça aujourd'hui avec mes partenaires locaux. Je crois profondément à ça. Après, il y a la question des moyens. C'est vrai que les régions, depuis la loi de 2015, ont complètement changé. Mais alors, vraiment complètement changé. D'une part parce que, n'ayant plus la clause de compétence générale, on ne se disperse plus. On a la compétence sur les lycées, enfin vous connaissez la répartition entre l'éducation nationale et les régions, la compétence sur les transports scolaires, interurbains, les TER, et surtout l'économie au sens large. Ce qui nous permet de rentrer sur les questions de formation. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on est maintenant, politiquement, les régions ne sont plus des nains. Fiscalement, elles le sont encore, mais moi je ne plaide pas pour un pouvoir fiscal qui viendrait s'additionner à la fiscalité d'aujourd'hui au niveau national. Nos concitoyens n'en peuvent plus. Mais nous sommes capables, nous, de dégager un certain nombre de marges de manœuvre, parce que nous avons su, pendant les 2 premières années, diminuer les dépenses de fonctionnement de 240 millions d'euros. Nous sommes capables aujourd'hui, pardonnez-moi, de faire des choix politiques. Parce que nous avons su baisser les dépenses de fonctionnement, baisser un peu la fiscalité et justement agir. Et moi, ce qui m'intéresse justement avec les travaux de la conférence, c'est comment on peut aussi avoir un temps d'avance. On doit gérer le quotidien, c'est vrai, mais on doit aussi anticiper. C'est ce qu'on fait avec la 3e révolution industrielle, parce qu'on a voulu projeter la région dans l'avenir, mais on doit aussi voir comment ça va se passer sur la question des transformations d'emplois, des suppressions d'emplois. Parce que moi, je ne peux pas me permettre, dans cette région où il y a beaucoup de demandeurs d'emploi, d'avoir des bataillons complets de chômeurs supplémentaires qui seront animés soit par le désespoir, soit par la colère. Et on doit l'anticiper. De travailler justement avec les grandes écoles sur un territoire, ça me semble particulièrement important et particulièrement intéressant. Donc je ne sais pas si vous publierez des extraits
Je ne sais pas comment ce sera, mais moi, ça m'intéresse particulièrement. Le thème m'avait vraiment interpellé. Donc, que l'on soit davantage partenaire, oui. Je ne tiens pas à prendre la place de l'État, mais je suis prêt à ce que les régions prennent toute leur place en partenariat. Et si je me tourne vers vous, c'est ce que je disais hier dans un partenariat spécifique que nous avons lancé par exemple avec un assureur, AXA, sur la télémédecine. C'est la première expérience qui se fait en France entre une région et un acteur privé. Je crois de plus en plus au partenariat public-privé. Je crois à ça, je pense que c'est la façon de rénover l'action publique et l'action politique. Ça nous amène, nous, à nous convertir davantage aux méthodes du privé, c'est-à-dire à la recherche de l'efficacité, à la logique de résultats. Ce n'est pas un gros mot, d'autant qu'au nom de l'intérêt général, moi j'ai une particularité si on me compare à une entreprise. C'est que tout le monde est client chez moi. J'ai 6 millions d'habitants, je ne trie pas les clients qui me plaisent ou les clients qui ne me plaisent pas. J'ai tout le monde au nom du service public et de l'intérêt général. Mais je crois profondément à cette idée de partenariat public-privé. Et ce que j'essaye de faire ici, c'est que j'ai peur qu'un jour, il y ait beaucoup de choses qui s'effondrent. J'essaye de créer un écosystème au nom de l'intérêt général. Vous savez, on est toujours rattrapé par la politique, mais si elle nous rattrape qu'au moment des échéances électorales, c'est mieux. Entre les deux, je m'en moque. Je m'en moque, je travaille avec tous les acteurs. Tu peux en porter témoignage, Philippe, même si nous, on est de la même sensibilité. Mais je pense il faut faire FISA pour définir un nouveau modèle français où l'État n'est pas absent, mais recentré sur ce qu'on attend de lui principalement, et où ce sont les partenariats publics-privés dans les territoires qui donnent une nouvelle dimension à la notion d'efficacité. Excusez-moi, je me prenais à brûle-pourpoint, mais c'est profondément ce à quoi je crois, et je crois qu'on est assez raccord avec les thèmes qui sont les vôtres ici. Mais après, je finirai juste là-dessus. Vous savez, je suis plutôt un type optimiste. Mais en ce moment, je sens monter quand même, un peu partout, et pas seulement en France, pas seulement dans cette région, un peu en Europe, un vent de colère. Tous ceux qui ont des responsabilités doivent imaginer ce que sera ce modèle français, plus efficace, mais toujours fidèle à son ADN, où on essaye de ne pas vivre les uns à côté des autres, on ne se laisse pas gagner par le séparatisme, mais où on est capable quand même de rassembler les uns et les autres. C'est ce que vous savez faire aussi dans nombre de vos grandes écoles. Les parcours sont très diversifiés. C'est ce qu'on essaye de faire dans une région. Mais je pense qu'il est temps quand même de prendre conscience des dangers qui nous menacent et peut-être de chercher à être beaucoup plus efficace. Voilà ce que voulait vous dire un politique qui n'est pas dépressif pour un sou, mais qui est conscient qu'il est vraiment temps de se remettre en question. Là, je ne parle que pour les politiques, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour cette intervention qui n'était pas prévue et qu'on apprécie tout particulièrement. Merci à nos 3 panélistes et je crois qu'on peut les applaudir à nouveau.